Avons-nous découvert une nouvelle civilisation? S'agirait-il d'une porte? L'habitation d'un extraterrestre? Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil par les fenêtres? Après tout, c'est l'astromobile Curiosity de la NASA qui a envoyé cette image sur Terre. Et en ce moment même, ce véhicule explore la surface de Mars. Malheureusement, les astronomes ont vite fait de gâcher notre plaisir. Ils ont affirmé qu'il s'agissait simplement d'un élément naturel du paysage martien. Plusieurs indices les ont amenés à penser qu'il ne s'agissait pas réellement d'une porte. Par exemple, elle est minuscule, à peine 1 mètre de haut. Mais cela pourrait simplement signifier que les Martiens ne sont pas très grands, objecteras-tu peut-être. Cependant, les scientifiques continuent d'insister. Cette chose qui ressemble à une porte n'est en fait qu'une ouverture, tout ce qu'il y a de plus naturel dans la roche. Et ce sont les vents et l'érosion qui l'ont créée. Si tu regardes attentivement la roche, tu remarqueras peut-être des strates, des couches minérales que l'on distingue mieux que ce qu'il y a autour, car elles sont plus dures. Ces strates plongent ici, à gauche, et un peu plus haut, à droite. Elles sont probablement apparues il y a environ 4 milliards d'années, dans une rivière ou une dune exposée au vent. Et depuis leur formation, les puissants vents de la planète rouge les ont encore plus érodées. Maintenant, ce que tu vois, c'est qu'elles disparaissent à l'intérieur de la porte. Et regarde ça, tu vois ces fissures? Oui, celle-là. Voilà comment les roches vieillissent sur Mars. Cette petite grotte a probablement été formée au moment où les strates se sont fracturées. Il est possible qu'un gros rocher soit tombé, et cela a créé cette ouverture en forme de porte. Cette théorie est tout à fait plausible, parce que même si la gravité sur Mars n'est pas aussi forte que sur Terre, elle est quand même assez forte pour que ça arrive. D'ailleurs, tu vois ce rocher à droite de l'ouverture? Son arête n'est-elle pas étrangement lisse et verticale? C'est sans doute lui le coupable. Il est probablement tombé il n'y a pas si longtemps, et les vents martiens ne s'en sont pas encore débarrassés. Pourtant, les vents sur Mars peuvent être extrêmement puissants. Cette planète est célèbre pour ses intenses tempêtes de poussière. Parfois, la poussière soulevée est telle qu'il est possible de l'apercevoir depuis la Terre avec un télescope. Ces tempêtes se produisent chaque année et s'étendent sur des zones correspondant à des continents entiers. Et elles durent plusieurs semaines. Mais en plus de ces tempêtes annuelles, il en existe d'autres encore plus impressionnantes, mais elles se produisent beaucoup plus rarement. En revanche, elles sont plus puissantes et bien plus intenses. On les appelle tempête de poussière globale, car elle recouvre toute la planète. Mais même si tu te retrouvais pris dans la tempête la plus violente de Mars, ce ne serait pas aussi terrible que tu pourrais le penser. La vitesse du vent ne dépasse pas les 96 km/h. Sur notre planète, les vents peuvent atteindre 2 fois cette vitesse lors d'un ouragan. Tu dois aussi garder à l'esprit que la densité de l'atmosphère de la planète rouge ne représente même pas 1% de celle de la Terre. Du coup, si tu voulais faire voler un cerf-volant sur Mars, il faudrait que le vent soit beaucoup plus rapide que sur Terre. Sans ça, tu ne pourrais même pas le faire décoller. En d'autres termes, même s'il y a beaucoup de vent sur Mars, il n'est pas aussi intense que sur notre planète. Au fait, tu as peut-être remarqué que j'appelle souvent Mars la planète rouge. Pourquoi ? C'est simple, notre voisine est couverte de poussière, de terre et de roches riches en oxyde de fer. C'est ce qui donne à la surface de la planète la teinte rouge qui est sa marque de fabrique. D'ailleurs, regarde, voilà la marque en question. Mais non, je plaisante. Mars est la 4e planète en partant du Soleil. C'est pas si loin de notre étoile, te dis-tu peut-être. Pourtant, c'est un monde froid et désert. La température moyenne à sa surface est de moins 63 degrés Celsius. Mais si tu visites un jour l'un de ces pôles pendant l'hiver, assure-toi de porter des vêtements chauds, parce que les températures peuvent y descendre à moins 140 degrés Celsius. En été, cependant, tu trouverais probablement le climat très agréable dans certaines régions. Les températures peuvent y atteindre 21 degrés Celsius, pas très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Mars est l'un des corps spatiaux les plus explorés du système solaire. Pour l'instant, la NASA a envoyé 2 astromobiles afin de parcourir ces paysages rouges, Curiosity et Perseverance. Il y a aussi un atterrisseur appelé InSight et l'hélicoptère Ingenuity, que l'on surnomme affectueusement Genie. Perseverance est l'astromobile le plus avancé et le plus grand jamais envoyé sur une autre planète. Son voyage vers la planète rouge a duré 203 jours, et Genie a voyagé jusqu'à Mars accroché à Perseverance. Ça a dû être chouette. Et maintenant, je vais te dire quelque chose de très curieux. Imagine que tu sois un Babylonien et que tu vives il y a environ 5000 ans. Babylone était une civilisation de l'ancienne Mésopotamie. Rappelle-toi, tu as appris ça à l'école. Bref, ton voisin vient te voir et te demande « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Et que réponds-tu ? « C'est le jour de Mars. » Attends, quoi ? Lorsque les Babyloniens ont créé la semaine, ils ont décidé de la diviser en 7 parties. Chaque jour a été nommé d'après un corps spatial, comme la Lune, le Soleil, Vénus et ainsi de suite. Le jour de Mars, c'était le mardi. Les Babyloniens croyaient que ces objets spatiaux influençaient le cours de leur vie. Et comme Mars était de couleur rouge,
qu'ils l'associaient à l'agressivité. C'est pourquoi le mardi, ils organisaient des cérémonies spéciales pour éviter l'influence de la méchante planète. Et c'est vrai, Mars semblera inamical à un voyageur fatigué. Son atmosphère est peu dense et son volume représente à peine 1% de l'atmosphère de la Terre, comme nous l'avons dit. En d'autres termes, il y a 99% d'air en moins pour respirer sur la planète rouge. L'atmosphère de Mars est principalement composée de dioxyde de carbone. À des concentrations aussi élevées, c'est un gaz très toxique pour nous, les humains. Et si tu cherchais de l'oxygène pour respirer sur Mars, tu serais plutôt déçu. Il n'y a que 0,1% d'oxygène dans l'air de la planète rouge. Ce n'est certainement pas suffisant pour que tu puisses y survivre. Pour le moment, Mars possède 2 lunes, Deimos et Phobos. Les astronomes pensent qu'il s'agit peut-être d'astéroïdes autrefois captés dans le champ gravitationnel de la planète. Ces lunes ont la forme de pommes de terre. La raison, c'est que leur masse est trop faible pour que la gravité leur donne une forme sphérique. Des pommes de terre, hein? On devrait peut-être les renommer purées et gratinées. Un jour, Mars aura son propre anneau, mais il faudra attendre entre 20 et 40 millions d'années. Est-ce que Sympa existera toujours? Reste à l'écoute. Les forces gravitationnelles de Mars mettront en pièces la plus grande lune de la planète, à savoir Phobos. Et ouais, elle sera véritablement réduite en purée. Certains fragments de l'ancienne lune s'écraseront alors sur Mars, et d'autres se briseront pour créer l'anneau de la planète. Cet anneau existera pendant au moins 100 millions d'années. La surface de Mars est traversée par un énorme système de canyons, connu sous le nom de Valles Marineris. On dirait un peu le nom d'une sauce pour les pâtes. S'il se trouvait sur Terre, ce canyon s'étendrait de New York à la Californie, soit plus de 4800 km. Dans sa partie la plus large, le plus grand canyon sur Mars fait 322 km, et il atteint 6 km à son point le plus profond. Si tu as encore du mal à imaginer l'ampleur de ce phénomène naturel, écoute un peu ça. Valles Marineris est 10 fois plus grand que notre Grand Canyon sur Terre. Et puisque nous parlons de choses gigantesques, voici Olympus Mons. C'est le plus grand volcan du système solaire, et il se trouve aussi sur Mars. Il est 3 fois plus haut que le mont Everest, la plus haute montagne au-dessus du niveau de la mer. Et la base d'Olympus Mons est aussi large que l'État du Nouveau-Mexique. Les scientifiques pensent qu'il a pu y avoir de l'eau sur Mars dans le passé. Qu'est-ce qui leur fait penser ça? Ils ont trouvé tout un tas d'anciens réseaux de fleuves ainsi que des dépressions lacustres à la surface de la planète rouge. En outre, sur Mars, il y a des minéraux et des roches qui ne pourraient avoir été formés que dans un milieu d'eau liquide. Mars pourrait même avoir connu de terribles inondations il y a 3,5 milliards d'années. De nos jours, il y a encore de l'eau sur la planète rouge, mais l'atmosphère de Mars est trop peu dense pour que cette eau reste sous sa forme liquide à la surface. Elle n'existe donc que sous la forme de glace. Tu peux la trouver juste sous la surface de la planète, dans ses régions polaires. Le seul endroit où cette eau est visible, c'est sur la calotte polaire nord. De plus, il arrive que de l'eau salée s'écoule le long des parois des cratères et des flancs des collines. Et il y a de minuscules quantités d'eau dans l'atmosphère de la planète. Mais elle n'est là que sous forme de vapeur. Du coup, moi, pour les vacances, je crois que j'irai tout simplement voir ailleurs. Le Grand Canyon en Arizona est plus grand que l'État de Rhode Island. On pourrait même y faire tenir tout Manhattan. Il est tellement énorme qu'il a son propre climat. Mais le Grand Canyon n'est pas la seule grande fissure qui existe. Valles Marineris est plus grande, beaucoup plus grande. Elle se trouve sur Mars et elle mesure presque le quart de la circonférence de la planète. Elle est 10 fois plus longue que le Grand Canyon et elle est si profonde que tu pourrais y sauter en parachute. Kasei Valles se trouve aussi sur Mars. Elle est constituée d'une série de canyons et pourrait être l'ancien théâtre d'un énorme déluge martien. Il y a d'énormes canaux et canyons partout sur la planète rouge, à l'instar du Tiyu Valles, là où les chercheurs pensent qu'il y a eu une bataille épique entre l'ancienne eau martienne et la lave volcanique bouillonnante. Tu devines qui a remporté cette bataille? Ares Vallis est tout aussi impressionnant. C'est le plus long système de drainage connu. Il est peut-être bizarre de penser que Mars a d'énormes voies d'eau, des rivières et des plaines inondables. Mais à ses débuts, Mars a peut-être eu un climat chaud et humide, tandis qu'aujourd'hui, on n'y trouve que des canyons asséchés à perte de vue. Ithaca Casma ressemble à une cicatrice géante sur la lune de Saturne, Thétis. Elle est 4 fois plus longue que le Grand Canyon et environ 3 fois plus profonde. Et elle est vieille de plusieurs milliards d'années. Personne n'y a encore fait de kayak et nous n'en avons vu qu'une seule image grâce à la navette spatiale Voyager 1.
La grande vallée de Mercure ferait passer le Grand Canyon pour un petit nid de poule. La navette spatiale Messenger de la NASA a été la première à prendre des photos de cette formation massive. La vallée est entourée de deux géants, l'Enterprise et le Belgica. La plus grande lune de Pluton, Charon, possède un canyon appelé Argo Casma et il est énorme. Même si Pluton n'est plus considérée comme une planète, elle peut toujours se vanter de son énorme canyon. Même ici sur Terre, le Grand Canyon a de sérieux rivaux. Le canyon de Yarlung Tsangpo est le plus profond du monde. Il se trouve dans l'Himalaya, au Tibet. Certains l'appellent l'Everest des canyons. On pourrait y faire tenir un bâtiment de 2000 étages. Les gorges de l'Indus sont hautes et tortueuses. Elles se trouvent au Pakistan et on pourrait y faire tenir 3 terrains de football. L'Indus, l'un des plus grands fleuves d'Asie, passe par là et il abrite même des baleines à fanon et des marsouins. Le canyon de Colca, au Pérou, est court mais incroyablement chaotique. Il se trouve à un trajet en bus du Machu Picchu. C'est l'immense demeure du plus grand oiseau volant du monde, le condor des Andes, qui a une envergure de 3 mètres. Au Népal, occupé par la chaîne de l'Himalaya, se trouvent les spectaculaires gorges de Kali Gandaki. Personne ne sait exactement jusqu'où elles descendent, mais elles sont probablement 5 fois plus profondes que le Grand Canyon. On y trouve tout, un relief incroyable, de l'air raréfié, et c'est au milieu de nulle part. Alors attention, seuls les randonneurs expérimentés osent y entrer. Le Copper Canyon, au nord du Mexique, est le lieu de résidence d'un groupe de personnes mondialement connues qui courent des marathons ou même des doubles marathons juste pour s'amuser. On y trouve 6 canyons en tout et dans la partie la plus large se trouvent 2 des plus hautes chutes d'eau du Mexique. Le Copper Canyon a aussi l'une des plus longues tyroliennes du monde et l'un des trajets en train les plus effrayants. Alors ne regarde pas en bas. Même aux États-Unis, il y a un canyon moins connu mais plus profond que le Grand Canyon. Il s'agit du Hells Canyon et il se trouve à la frontière entre l'Oregon et l'Idaho. Il a été creusé par la Snake River. Le Hells Canyon abrite la chaîne des Seven Devils. Le Kings Canyon se trouve dans le parc national de Yosemite. Il est environ 1,5 fois plus profond que le Grand Canyon. À proximité se trouve le 2e plus grand arbre de la Terre, le General Grant. Le plus grand canyon d'Australie est le Capertee Canyon et tu peux être payé pour y aller. En quelque sorte. Quelques cyclistes et campeurs chanceux ont trouvé au fil des ans des pierres précieuses sur les rives de la rivière Capertee. Si tu as de la chance, tu verras aussi de l'art rupestre vieux de 2000 ans. Les gorges du Saut du Tigre semblent tout droit sorties d'un conte de fées, mais elles sont tout à fait réelles, très profondes et assez effrayantes. La légende dit qu'un tigre était poursuivi, et oui, il a sauté par-dessus la rivière, se trouvant au fond des gorges, avec un peu d'aide d'un rocher parfaitement placé en plein milieu de la rivière. La vallée du Grand Rift est 15 fois plus longue que le Grand Canyon. Mais alors elle fait 1000 milliards de kilomètres de long. En tout cas, elle traverse pas moins de 2 continents et abrite une trentaine de lacs. Elle est même visible depuis l'espace, alors si tu flottes un jour dans le cosmos, jette un œil dessus. Le canyon de Cotahuasi est profond, très profond. On peut y faire du rafting, du kayak, de la randonnée, et apparemment, les moustiques y sont aussi assez extrêmes. Il y a un canyon au Tibet qui détient certainement un record du monde. Essaie de chercher le canyon de Polung Tsampo. Aucune image n'apparaît? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Oui, probablement juste une rivière. Le canyon du Chicamacoa, en Colombie, est à peu près aussi profond que le Grand Canyon. Les sports extrêmes sont les activités phares de cet endroit. La tyrolienne, le canoë, le parapente, même leur téléphérique est extrême. Le trajet dure 25 minutes et c'est très vertigineux. Sous le Groenland se trouve le Grand Canyon du Groenland, qui s'étend sur des centaines et des centaines de kilomètres. L'eau provenant de la fonte des icebergs coule à travers le canyon, c'est d'ailleurs la NASA qui l'a découvert. Il y a un canyon absolument énorme en Antarctique, mais le seul problème, c'est qu'on ne peut pas le voir. Apparemment, il y règne un froid glacial et il est tout blanc. Les océans peuvent aussi se targuer de majestueux canyons. Le Zemchug Canyon, au large de l'Alaska, est l'un des plus grands canyons sous-marins et il abrite des phoques, des dauphins et des baleines. Le canyon sous-marin le plus profond du monde est environ 6 fois plus profond que le Grand Canyon. C'est la fameuse fosse des Mariannes.
Si tu arrives au fond, tu battras le record du monde de la plongée la plus profonde. Le Grand Canyon des Bahamas est une autre merveille sous-marine. Tu pourrais y empiler plusieurs Empire State Building et tu ne les verrais jamais dépasser de la surface. La baie de Monterey est plutôt relaxe, mais son canyon ne l'est pas. On y trouve entre autres des poissons lanternes, des calamars, des tortues de mer, des poissons de roche et des loutres de mer. Oh, et des milliers de méduses, alors fais attention à ne pas trop te faire piquer. Il y a aussi le varech géant, une algue qui peut pousser jusqu'à 30 mètres de long. L'Hudson Canyon s'étend du port de New York jusqu'à la mer et il est très sale. Bien sûr, il y a des formations de corail et d'éponges en haute mer, mais il y a aussi tout un tas de déchets et de boues d'épuration qui recouvrent le fond. Le canyon d'Aviles se trouve au large des côtes espagnoles. C'est l'un des canyons sous-marins les plus profonds du monde et c'est l'un des rares endroits où vivent des calamars géants. Il est célèbre pour son corail blanc et le fait qu'il y fasse incroyablement froid. Le canyon de Bremer, en Australie, est sous-marin, massif et dangereux, surtout si tu es un calamar géant. Car tu seras alors le casse-croûte préféré de l'épaulard local, une énorme baleine à l'appétit monstrueux. Le canyon de Bremer est une destination touristique majeure de nos jours, surtout pour ceux qui veulent prendre une photo de la centaine d'orques qui y vivent. Le canyon de Nazaré se trouve au large des côtes portugaises. C'est le plus grand canyon sous-marin d'Europe et sa profondeur est d'environ 5 km, ce qui équivaut à 6 des plus hauts bâtiments du monde empilés. Il est à l'origine de la formation de gigantesques vagues déferlantes, c'est pourquoi il est devenu un paradis pour le surf de grosses vagues. Le système du rift arctique canadien est énorme. Il s'étend de la mer du Labrador à l'archipel arctique et il relie les océans Arctique et Atlantique. Il faut savoir que le Groenland était encore pressé contre le Canada il y a quelques millions d'années. Grâce à ce système de failles, le Groenland s'est lentement éloigné. Pense à l'immensité du Canada si on y ajoutait le Groenland. Ah, la Terre, le troisième rocher en partant du Soleil, la planète bleue. Tu as compris. Son atmosphère est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et d'1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, un équilibre agréable à respirer pour toute créature vivante. Le climat est également parfait pour l'existence de la vie, contrairement à des endroits comme Saturne, Mercure ou tout autre objet céleste de notre système solaire. C'est à la troposphère que nous devons tout cela. Il s'agit de la partie la plus dense de l'atmosphère de notre planète, d'une épaisseur de 8 à 14,5 km. C'est la couche de l'atmosphère qui affecte en permanence notre météo et qui assure les conditions nécessaires à la vie et à l'existence d'étendues d'eau. La Terre est tout simplement tranquille dans son orbite, à s'occuper de ses petites affaires en tournant autour du Soleil. Lorsque, bam, Vénus et Mars débarquent et gâchent la fête. Personne ne veut laisser cette pauvre Terre tranquille. Ces deux objets célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre, afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir. Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques. Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour. Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur, ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur. L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude.
Je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté. Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et cracher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone. Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les 3 planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des 2 planètes intruses. La Terre connaîtra des raz-de-marée sans précédent. Les 2 nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur, qui rendra notre gravité incontrôlable. Chaque raz-de-marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début. La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil. Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud, comme sur Vénus. Les 3 planètes en orbite les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ? Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pour t'en donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tache Rouge, un endroit 2 fois plus grand que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes. Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentour. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités, qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision, l'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale.
Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs millions de kilomètres, où il n'existe que des planètes isolées. Elles pourraient, ou non, réunir les conditions nécessaires pour accueillir la vie, mais les humains devront disposer de la technologie nécessaire pour atterrir sur n'importe quelle planète, pourvue d'une gravité similaire, et y construire les abris adéquats. Au final, Mars, Vénus, la Terre et Jupiter entreront en collision les unes avec les autres et se briseront comme des œufs, comme une grosse omelette spatiale, sans oublier les lunes qui s'écraseront et se briseront dans le mélange. Mais nous serons déjà loin, très loin d'ici là, enfin, avec un peu de chance.